Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité hebdomadaire où on fait le tour de l'actualité en réfléchissant, en donnant notre opinion, en essayant de, sans trouver la vérité, on essaie un peu d'éclaircir certains sujets. Avec moi encore cette semaine, un panéliste de renom, nul autre que Jules Simard, éditorialiste et journaliste au Nouvel Hebdo et motoneigiste à César. Bonjour Jules. Oui, à César. En fait, la semaine dernière, effectivement, j'ai fait ce qu'on appelle le lien intégrateur au niveau de la MRC, mais c'était la première fois de ma vie que je faisais de la motoneige. Pour vrai? J'en avais fait là, quelques bouts comme ça, mais j'ai eu une initiation de 300 km de motoneige, assez pour goûter à plusieurs événements et plusieurs éléments. Puis, as-tu eu la piqûre assez pour t'en acheter une? Et je n'ai pas eu. Je pourrais avoir la piqûre. Sauf que mon portefeuille dégonfle très rapidement. Alors, non, c'est ça. C'est peut-être l'élément. Mais effectivement, je n'avais jamais fait de motoneige sur une aussi longue distance. Et non seulement sur une aussi longue distance, mais avec tant de temps. Je veux dire, je faisais des 5 minutes ici et là, mais pour se dépanner, amener son matériel au chalet, comme on dit. Mais de la route au chalet, point. C'est génial, ça, parce que c'est vrai que c'est dispendieux, la motoneige, mais tu sais, quand tu décides que c'est ton activité hivernale puis tu mets ton argent là, oui, c'est vraiment chouette. Oui, c'est vraiment une activité qui est intéressante et qui mérite... mon garçon qui m'avait prêté sa motoneige pour faire la randonnée aimerait bien, lui, que je m'en procure une. Mais parce que faire de la motoneige seul, c'est un peu risqué. Oui. Et surtout le genre de motoneige que lui pratique. Alors, ça aurait été plaisant. Mais pour l'instant, c'est mon portefeuille qui me guide et qui me restreint. C'est correct. Bon, prêt à te lancer dans l'actualité de la semaine? Allons-y. Parfait. Actualité régionale, on va commencer par, écoute, Jean Tremblay, qui est un incontournable de l'actualité. Bon, il a fait une sortie à la Jean Tremblay, on va le dire, là, où il a dénoncé Greenpeace. Là, je pense que je peux comprendre. Il prend une position de maire de la région. Je pense que c'est correct. Mais aussi contre les intellectuels. Là, je dois avouer qu'il me perd totalement. Là, je trouve qu'on justement, faut niveler par le haut, puis on a assez d'abrutir la population, pourquoi pas, ou contrairement, l'instruire. T'en as pensé quoi de ça? Bien, effectivement, je pense que le deuxième bout voire même peut-être aussi le premier bout de sa sortie, on peut effectivement, je pense, dénoncer certaines actions et on ne partage peut-être pas les mêmes opinions que Greenpeace en ce qui regarde, entre autres, la gestion de ce qui se fait en forêt. Mais on se doit quand même de regarder aussi ce qu'il y a à l'intérieur de ce discours-là et les éléments qui sont on ne peut pas, je pense, dénoncer pour dénoncer. Mais M. Tremblay étant ce qu'il est, on sait qu'au niveau de la couverture de ses sorties, et il remarque qu'il l'a fait sur Facebook, je pense, au départ, là, ou Twitter, un des deux. Mais ces sorties font en sorte que, de par l'utilisation et le choix des mots qu'il fait, bon, on ceci de particulier, c'est qu'il semble donner de bons coups d'épée, mais parfois ils sont dans l'eau, mais indépendamment de ça, moi, c'est ce que j'en ai vu. J'ai dit, bon, encore une sortie à la Jean Tremblay. Ça l'a quand même fait en sorte que le dossier, au-delà de ce qui en est sorti sur les intellectuels, mais ça a fait en sorte que le dossier du bois, de la forêt, a pris des manchettes au niveau national. Oui. Et on sait que depuis quand même au-delà d'une dizaine d'années, il existe quand même une certaine crise dans le milieu forestier. Oui. Et on en parle très rarement dans les médias dits nationaux. Et ça prend une sortie à la Jean Tremblay pour faire ça. Parce que la réalité, c'est que quand il a fallu sauver l'industrie automobile, on a investi des milliards. Exact, là, ici, on a vraiment de la misère à se mouiller. Moi, j'en ai beaucoup contre la manière. Là. Je trouve que c'est cavalier. Puis même, écoute, ça a été dénoncé par à peu près tout le monde, ou presque. Mais je parle de la manière. Là. Je ne parle pas nécessairement des propos. Même, là, il a dit, un gars comme Claude Villeneuve est d'accord avec moi. Claude Villeneuve s'est empressé de sortir en disant « Wow, là, je ne suis pas nécessairement pour Greenpeace, mais moi, je
je suis un intellectuel, et puis il a même quasiment conseillé à M. Tremblay d'aller se faire soigner, là, ce qui est Ouais, ouais. pourquoi sortir contre les intellectuels? Pourquoi faire cet amalgame-là entre Greenpeace et les intellectuels? Parce que pour moi, ça n'a aucun rapport. Ben, je pense qu'il y a... en fait, il fait référence aussi à... Comment ça, son prénom? Bouchard. Gérard Bouchard. Gérard, qui l'a déjà un peu beaucoup mis dans le coin. Et on sait que M. Bouchard, donc, lui, il a fait cette référence-là en disant que les bien-pensants, pour moi, dans son esprit, ce sont des bien-pensants, des intellectuels. Ouais. Alors, mais c'est du Jean Tremblay. Je veux dire, je trouve ça drôle, dans un certain sens, que ces écarts de langage de la part de M. Tremblay soient retenus, alors que le message de base qui doit être véhiculé et sur cette chose-là, lui, est un peu mis de côté. Tu sais, sa sortie à l'endroit de Greenpeace et des effets que ça a sur l'industrie, veut dire qu'on le veuille ou non, là, quand tu te ramasses à faire en sorte qu'à Alma, on perd encore, tu mets 85. fidèle, tout près de 80 emplois. C'est sûr et certain qu'on se doit de dire, bon, ben écoutez, là, il se passe quoi, là, exactement. Ouais. Par contre, ça nous Parce que permet là, d'annihiler le vrai débat. Oui, parce que là, on Qui parle est- bien plus de Jean Tremblay que de... C'est ça, et je vois la mise en demeure de FSC contre Résolu, là, qui- Ouais, je on va en pense que reparler. le vrai débat, il est là. Mais il moi, est pas mais- nécessairement. Mais ça a permis, Ouais. la sortie de Jean Tremblay a quand même permis de faire en sorte qu'on a mis sur la scène nationale la question de la forêt et de l'exploitation. Moi, j'ai des questions sous-jacentes à ça, parce que, tu sais, la réalité, là, c'est qu'on va fermer une usine. Je ne sais pas s'il y a de la manipulation d'informations, on va maintenant en mettre beaucoup sur le dos de Greenpeace. Je ne veux pas nécessairement les défendre, parce que je ne suis pas nécessairement d'accord avec leur position, mais là, on met ça là-dessus. Mais la réalité, c'est que ces 80-85 emplois-là, là, s'en vont au Tennessee, à un endroit où la forêt n'est pas plus FSC. Exact. Donc, c'est pas un prétexte plutôt pour juste transférer des emplois C'est ailleurs. ce qui commence à se véhiculer aussi, dans le sens de dire que pour Résolu, qui prend des décisions d'affaires, ça devient peut-être effectivement un très beau prétexte. Parce que c'est un bouc émissaire Et facile. tu bénéficies aussi de l'appui naturellement des travailleurs qui sont même mis à pied là-dessus Ouais. en disant ben, la vraie faute, là, hein, c'est Greenpeace et non pas nous, ou non pas notre façon de gérer, ou non pas le marché qui n'absorbe plus tout ce qui se fait en papier actuellement dans les usines. Je pense que c'est là qu'on en est. Là. C'est le véritable débat où, oui, c'est beau que M. Garneau fasse valoir les points qu'il veut faire valoir. Et je maintiens qu'effectivement, l'attitude de Greenpeace, le fait de dire, bon, ben, à ses clients, le coudon, là, acheter du vrai papier et non pas du papier qui n'est pas FSC, c'est sûr et certain que ça lui nuit. Et c'est sûr et certain que ça nuit à l'entreprise. Oui, mais moi, je veux faire mon avocat du diable. C'est Là, Résolu, de la manière qu'ils ont géré les 20 dernières années de leur entreprise, ils ont une part du tort aussi. Oui, là. oui, Ils n'ont jamais réinvesti Oui. pour moderniser C'est ça. leurs usines. C'est ça, Ils ont, et, tu sais, il veut dire, ils ont fait de l'argent, puis maintenant, ils pleurent un peu, là, mais tu sais, ils ont une part du tort aussi, je pense. ben, il a fallu qu'ils se sortent quand même d'une faillite. Il est en faillite. Oui, en Candy donnant des Tango bonus à leur Water. cadre, bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Ils étaient littéralement faillis. Il a fallu qu'ils s'en sortent. M. Garneau, je pense, a été le gars de la situation Oui, qu'ils je sont trouve allés qu'il fait un chercher job honnête. et qui a fait en sorte que cette entreprise-là a pu recouvrir des parts, en tout cas des parts de marché et des activités, puis permettre de diversifier. Il ne faut pas oublier pourquoi est-ce que c'est qu'ici, on est reparti aussi. Non, non, oui, c'est- on est reparti c'est parce vrai. qu'on a une bonne machine, mais parce qu'on vend beaucoup d'électricité aussi. Mais moi, Et, c'est ça. il me reste que j'ai un problème avec le fait que au Québec, les profits, ils sont privés.
quand ils ont fait des profits, ils les ont gardés. Mais quand ils font des déficits, ça devient public. Là, on Ouais. demande de rouvrir les conventions collectives, Exact. on demande des Exact. tarifs préférentiels au gouvernement, etc. Puis là, c'est tout le monde qui paye. Mais quand ils font des profits, par exemple, ils le gardent. Je reste que j'ai un problème avec ça. Maintenant, je suis de leur bord, là, dans le sens où je veux que les gens travaillent et que l'industrie aille bien en général. Pour revenir un peu sur Jean Tremblay rapidement, je veux ta perception de ça. Parce qu'ici, comme tu as dit, on est comme habitué à ça, la sortie, etc. de Jean Tremblay. Fait qu'on en prend, on en laisse, on fait encore. Mais là, ça a sorti au niveau national. C'est ça. Et c'est quoi la perception maintenant que les gens vont avoir de notre région? Parce que c'est le moteur, là, c'est le véhicule, Ouais. c'est Jean Mais Tremblay. il ne faut pas oublier que cette perception-là, elle est là, au niveau d'ailleurs. Parce que à toutes les fois où M. Tremblay fait ce genre de sortie-là, elle se retrouve dans la presse nationale. Et on le Jean-Jean, là, le Tremblay. Mais c'est pas loin de la réalité. Ben, moi, je ne m'identifie pas nécessairement à M. Tremblay. OK? On se comprend bien. Ouais. Mais il représente à l'échelle du Québec quelqu'un qui a une personnalité X et qui fait en sorte que, effectivement, quand il fait ce genre de sortie-là, tu sais, je veux dire, tout son débat concernant la prière à l'Hôtel-de-Ville, toutes ces sorties-là, à la minute où l'individu fait un choix de mots qui devient choquant et qui fait en sorte qu'il se retrouve, parce que ça fait une belle manchette dans le journal. Oui, on aime ça. Hein. C'est quasiment notre téléroman. Là. Tu sais, les labaumes, c'est de plus en plus, c'est ça. C'est comme nos téléromans politiques. Je regardais, pas le téléjournal actuellement, où est-ce qu'on va discuter de la visite de M. Le maire de Montréal actuellement, là, qui essaie de revenir avec une équipe de baseball, puis tout ça. Le genre, écoute ce qu'il dit. Il ne dit rien. Mais par contre, c'est avec ça qu'on fait la fête. Mais c'est triste parce que c'est comme ça qu'on réintéresse les gens à la politique, mais c'est par une espèce de télé-réalité. Exact. Je pense que c'est la relation. Mais il reste que, M. Tremblay va avoir eu encore une fois son heure de gloire. Oui. Revenons maintenant à Résolu. FSC ne sont pas contents parce que M. Tremblay, en plus, disait la norme FSC, c'est donné par Greenpeace, mais c'est faux, ça. C'est un regroupement. On va dire, ils sont un des. Oui, mais Résolu est autant un collaborateur que Greenpeace au siège. Là, ils ont autant de votes ou de poids, en fait, au siège de FSC. Là. C'est un peu mentir. On va s'entendre, on va dire les vraies affaires. Maintenant, FSC qui m'en demeure Résolu en disant là, faites attention, là, cette norme-là, elle existe parce que des gens la respectent, des gens aiment ça, puis vous la dénigrez en public. Comment Résolu va réagir à ça? Puis je ne sais pas. Fort probablement. Actuellement, Résolu, on le sait, quand il l'a eu perdu, tout le monde commence à crier en disant « Ouais, mais pourquoi est-ce que c'est que vous ne faites pas quelque chose pour la récupérer? Parce que la norme, actuellement... Parce que Domtar puis Cascade, ils l'ont, la norme. Oui, c'est ça. Ils sont au mais Québec, là. Ils ont le même régime forestier. Là. Dans l'industrie, cette norme-là est maintenant demandée quand tu veux faire des affaires. Ouais. Alors, tu te dois, je pense, Résolu se doit de mettre de l'avant. Bon, ce que Résolu répond beaucoup à ça, c'est que, tu sais, les deux éléments qui me font en sorte que je l'ai perdu, c'est les négociations avec les Autochtones et c'est la question du caribou forestier. Or, il s'agit de deux dossiers où le gouvernement du Québec doit déterminer ou doit donner les balises pour qu'on puisse s'y conformer. Et je me conforme à quoi s'ils ne sont pas là? Donc, là-dessus, Résolu a quand même raison d'invoquer et de dire, il appartient peut-être au gouvernement là, de se fixer une action un peu plus précise dans ce dossier-là. Et il n'aura pas le choix que de s'y conformer. Et donc, s'il s'y conforme, il peut être en mesure. Mais le fait de pouvoir, est-ce que c'est essentiellement sur ces deux points-là, ça, je pourrais pas, je suis pas dans le quotidien du dossier pour te dire que ce n'est que cela. Et quand la mise en demeure, c'est que ce que j'ai pu comprendre de la mise en demeure, c'est qu'on demande à Résolu de dire, écoute, là, fais attention quand même, veut dire notre norme, ce n'est pas dans l'application des accréditations, c'est pas parce qu'un des membres est plus à cheval sur tel principe qu'automatiquement
on applique la norme étant le plus à cheval. C'est un peu ce que le président de la norme a fait, de l'accréditation, a fait valoir à Résolu en lui disant, bon, ben, c'est pas, parce que c'est sur la déclaration de M. Garneau à RDI qui sont revenus là-dessus. Fait que ce sera aussi au gouvernement libéral là, de mettre ses culottes puis d'établir des règles. Là, on a nommé un médiateur à 500 000 je le répète, dans une période d'austérité pour régler ce dossier avec les Inuits. On sait que les dossiers souvent avec les les Premières Nations, c'est souvent très long. On a juste à penser à l'approche commune qui date, ça fait quasiment 10 ans. Qui est encore là, ça non seulement plus que 10 ans, à la fin des années 90. Oui, c'est vrai. À la fin des années 90, on a entrepris la démarche avec l'approche commune. On dirait que c'est pas payant politiquement, fait que les gouvernements sont comme pas très pressés de régler ces questions-là. Exact. Je veux dire, c'est fondamentalement cela. J'ai hâte d'avoir des partis politiques avec de l'éthique puis de le bon vouloir au lieu de juste gérer là, des votes. Ouais. En tout cas, gestion des comptes de dépenses à l'UQAC, je ne sais pas si tu as vu passer ça. J'ai vu passer quelques éléments là-dessus. Là, en fait, c'est un peu généralisé. Là, parce qu'on dit qu'il faut dégraisser partout, puis là, on pense que tout le monde fait attention, on l'a vu dans la construction. Là, on arrive avec ça, et là, on fait une grosse affaire avec, écoute, c'est des factures des vingtaines de dollars, etc. Mais là, on se relance la balle à l'intérieur en disant « c'est les fonctionnaires qui ont mal fait leur job. » Les fonctionnaires font « Oh, mets-nous pas ça sur le dos. C'est toi qui es arrivé avec ces factures-là. » On n'est pas rendu un peu dans une chasse aux sorcières dans tout ce qui est administratif au Québec? Puis est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus puis que c'est le temps qu'on remette les affaires droites? Ou parce que là, en ce moment, les budgets sont coupés partout à l'intérieur des institutions. Et là, ça va-tu créer, tu sais, on disait, Machiavel disait diviser pour mieux régner. Donc, on crée des conflits à l'intérieur des institutions sur, justement, la gestion de ces budgets-là. Je ne sais pas, c'est quoi ton avis sur ça? Là-dessus, je pense que tu as quand même... moi, j'aurais tendance à répondre... où est-ce qu'il y a de l'homme et de la Marie? Oui. Si tu mets une compensation pour faire des choses... et que tu fais ces choses-là, donc tu veux t'assurer d'avoir le maximum de la compensation. Donc, sans nécessairement frauder directement, tu en mets toujours un peu plus. Je pense que c'est une pratique, effectivement, que l'on retrouve tant dans le privé que dans le public en ce qui regarde, entre autres, la question des comptes de dépenses. Oui. Il y a un élément, par exemple, que tu soulèves qui est intéressant, c'est que jusqu'à quel point, à ce moment-là, on n'en vient pas à faire en sorte que dans la gestion de cette chose-là, on ne peut pas relever que, oui, moi, j'ai soumis ça. Maintenant, la personne qui se doit de l'accepter, elle, l'accepte selon tel et tel critère. Si elle n'applique pas les critères, enfin, donc, c'est pas nécessairement de ma faute de le faire. C'est un point, je pense, que tu soulèves qui peut peut-être non pas nous permettre de sauver des milliards de dollars, je ne pense pas, parce qu'on n'est pas dans des factures de cette nature-là, mais effectivement, ça permet de resserrer ou d'obliger un resserrement des normes administratives. En tout cas, et conséquemment, d'arriver à ça. Tu me dis que ce n'est pas des gros montants, c'est vrai. Mais étant à l'intérieur des établissements scolaires, là, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des super beaux projets. Puis des fois, c'est des projets qui pourraient marcher avec 2, 3, 400 dollars. Puis on les a jamais, cet argent-là. Bien, peut-être qu'on serait capable de promouvoir des vrais projets didactiques ou qui font évoluer les étudiants. Tu sais. Fait que c'est vraiment, oui. C'est effectivement la question de la meilleure façon de gérer l'argent. Est-ce que c'est en accordant un frais de déplacement à quelqu'un qui n'avait peut-être même pas eu besoin de se déplacer pour pouvoir, il aurait peut-être dû le faire par téléphone, mais prendre cet argent-là pour effectivement mener de l'avant un projet à caractère, surtout dans le monde de l'éducation. Donc, à la fin. Oui, je pense qu'effectivement, ça a au moins le mérite de pouvoir être mis sur la place publique. Oui. Le fait dont ça l'a sorti. Et le fait, je ne pense pas que ça va empêcher ce genre d'activité-là. Mais le fait que ça soit mis sur la place publique, ça permet de faire en sorte qu'il y ait des interrogations et que, oui, il y a
non pas une méfiance, mais de s'organiser pour faire en sorte que les normes qui sont mises de l'avant soient appliquées un peu plus à la lettre. Donc, de fait, on travaille le plus honnêtement et efficacement possible dans ce sens-là. Ça a cet élément, je pense. OK. Je pense. Coop de Girardville, bon, il y a quelque temps, on apprenait qu'il y avait des difficultés financières. Ils n'étaient pas en faillite, mais je pense qu'il devait une dizaine de millions de dollars là, pour plein de raisons. Proposition de règlement, est-ce que la Coop va s'en sortir, va survivre à tout ça? Bien, c'est ce que dans le quotidien, en tout le moins, là, ce matin, là, on ferait sortir avec une entrevue avec le directeur général et la présidente. Maintenant, il y a une nouvelle présidente au niveau du conseil d'administration de la Coop. Il est à espérer. C'est important pour Girardville. Oui, pour le milieu. Et la coopérative forestière de Girardville, c'est quand même aussi une coopérative à l'échelle du Québec qui a, c'est pas la fédérée agricole, là, mais qui a une importance. Et dans le cadre des coopératives forestières, si ma mémoire me fidèle, si ce n'est pas la plus grosse, c'est une des plus grosses coopératives forestières. C'est quand même 430 emplois qui se circulent. Et ça permet de faire en sorte que dans le secteur de Girardville, effectivement, il y a une entreprise d'importance et qui permet de vivre de la forêt adéquatement. Il est à espérer. Je pense qu'ils ont bénéficié aussi de l'appui de d'autres types de coopératives, dont les coopératives, des caisses des jardins, pour être en mesure de pouvoir trouver la meilleure façon de s'en sortir, de répartir dans le temps une dette, entre guillemets, qu'ils n'auraient plus si, depuis qu'ils ont resserré, eux aussi, les normes en ce qui regarde leur administration. Je pense qu'ils veulent mettre de côté aussi certaines activités, dont, entre autres, d'originaux. Ils ne veulent pas nécessairement le balayer, mais ils veulent le réduire et ils arrêteraient l'aspect des granules qu'ils ont voulu développer là, avec une machinerie, moi, mes fidèles européenne, mais qu'ils voudraient mettre de côté. C'est ce que j'ai lu dans le reportage qui a été accordé. C'est à espérer. Qu'on puisse être en mesure de s'en sortir parce que pour le milieu, la coopérative forestière, et quand je parle du milieu, là, je ne parle pas juste de Girardville, je parle de l'ensemble de toute la MRC. La coopérative de Girardville, c'est quand même non seulement un employeur, mais c'est une entreprise collective d'importance et que l'on se doit d'être capable de préserver. Il est espéré que leur relance va bien faire. Par contre, ça peut peut-être nous amener à 2 projets quand même, d'Origina et c'était quand même 2 projets novateurs et importants, sur une utilisation de ressources naturelles adéquates qui était... Donc, c'est quand même dommage là, que de voir si on est obligé de réduire. Est-ce que... c'est sûr qu'on n'a pas toujours les moyens que d'autres peuvent avoir pour pouvoir être en mesure de faire face à des situations où il y a des fluctuations dans le marché, mais t'as espéré qu'on puisse être en mesure de s'en sortir. On va leur souhaiter. Yes. Relais de motoneige au Mont-Pica, donc en fait, le club de motoneige avait une subvention, mais l'étape s'opposait à ce qu'il y ait un relais parce qu'il disait bon, vous allez faire concurrence. Là, on a même menacé de faire une manifestation de motoneige à l'étape, ça n'a pas eu lieu. À la place, ils ont négocié. Je connais des concessionnaires automobiles qui devraient écouter. Ils devraient faire ça. Ils devraient faire ça. Et on est arrivé à une entente en moins de 3 heures, en fait, pour s'assurer. Tout le monde s'est parlé, on a réussi à trouver une entente. Et finalement, il va y avoir un nouveau relais de motoneige au Mont-Pica. On a parlé de l'importance de la motoneige ici et de ce relais-là. Oui, c'est bien. Ça démontre que l'entente entre promoteurs, c'est souvent des fois bénéfique. Ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et oui, c'est tant mieux si on peut... Parce que, tu sais, justement, en fin de semaine, je descendais de Québec et on n'a pas besoin de dire que oui, tu croises les motoneiges, les motoneigistes. Ça démontre qu'il y a aussi une bonne affluence et on
on sait que, entre autres aussi au niveau des Monts-Valin, ça représente un endroit où tu peux faire de la motoneige dans de très belles conditions et de très bonnes conditions. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que le lien intégrateur de la MRC veut s'inscrire. On veut être en mesure de pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir, nous aussi, entre guillemets, une autoroute de motoneige qui permet de retrouver l'ensemble de tout et d'ouvrir des portes, parce que c'est ça qu'on m'expliquait aussi lorsque j'ai fait, je m'excuse d'être parti avec ça, c'est extraordinaire. mais de faire des boucles. Et une des boucles, entre autres, on en a essayé une, nous, pendant le relais. Ouais. Une des boucles nous rend au chute Chaudière sur la... Et je ne sais pas si tu sais, mais non, je sais pas. La nature, c'est beau. C'est véritablement, ça nous donne de très beaux panoramas. Et aussi l'hiver, c'est une chute là, où tu vois la glace qui se forme par-dessus. En tout cas, c'est véritablement un beau panneau qui vaut le coup d'œil. Oui, parce qu'économiquement, c'est gagnant-gagnant. Exact. C'est ce genre d'activité ou ce genre d'infrastructure et de superstructure. Et c'est pour ça que la question des relais de motoneige, oui, près comme là, nous, entre autres, dans le dossier du lien intégrateur, c'est bien beau faire un lien intégrateur. C'est bien beau faire un lien pour toute la MRC. Qui l'entretient et avec quel argent tu l'entretiens? Ouais. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas juste le membre avec, même si tu en es rendu à 400 $, je pense, par année, pour pouvoir être en mesure d'avoir le droit de circuler sur un sentier. Ça coûte cher. Alors, toute cette problématique-là aussi qui entre en ligne de compte sur la question des relais de motoneige. C'est bien beau de dire, oui, on en fait des relais de motoneige, oui, on fait des sentiers qui sont praticables, oui, on fait des sentiers fédérés avec tout l'élément de sécurité qui se retrouve avec cela. Ça a un coût. Oui. Et le coût... c'est toujours la question, qui paye? Exact. Qui va payer? OK. Autre bonne nouvelle, Bilodeau Canada va investir 1 million pour développer la fourrure. Il semble que ça va bien au niveau de la fourrure. Mario Bilodeau, en tout cas, c'est un bel investissement, ça. Oui, enfin, d'ailleurs, moi, j'ai traité de cet élément-là avec le centre d'expertise en fourrure qu'on veut mettre de l'avant au niveau du secteur d'ici, en collaboration avec le cégep de Saint-Félicien, Forêt, pas Forêt 2000, mais Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, Bilodeau, Robertson qui est aussi. Donc, un ensemble d'intervenants qui, depuis 2 ans, travaillent à mettre de l'avant une façon de pouvoir conserver et développer l'expertise en fourrure que nous avons pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait davantage de produits qui puissent être utilisés avec ce que Mario Bilodeau me disait, la plus belle fourrure au monde. Et la plus belle fourrure au monde, elle est effectivement, semblerait-il, à nos latitudes, parce que les animaux qui nous la fournissent ont un poil et une fourrure, donc, qui est parmi les plus malléables et que l'on puisse avoir. Or, ça permet de faire en sorte que Bilodeau a investi dès cette année, d'ailleurs, dans un centre, non pas de tannage, parce que le tannage, c'est pour faire du cuir et non pas faire des peaux, donc un centre le nom va me... il faudrait que j'aille le voir dans mes notes, mais le centre d'apprêtage des peaux. Et il a déjà investi, je pense qu'il me disait, 1 demi-million cette année, donc 5 ou 6 emplois là, qui ont été remis de l'avant. Et il envisage effectivement à agrandir un peu. Mais le centre d'expertise, ce qui serait beaucoup plus aussi intéressant, c'est que ça permettrait de développer, à partir de l'expertise que l'on a ici, donc de développer des gens du personnel et des employés parce que par une formation. Dans le textile puis le manufacturier, tout s'en va en Asie du Sud-Est. Exact, c'est exactement ça. Et actuellement, ils disent, on prend notre fourrure, et ils la prêtent, et on part avec, puis on s'en va en Chine avec, puis on décide de nous faire toutes sortes de petites bottes que l'on nous retourne après ça et que l'on paye à gros prix, alors qu'on pourrait
bénéficier de toute cette chose-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du sommet économique qui s'en vient au mois de juin, Oui. OK, ils vont présenter un projet de mise sur pied exact de ce centre-là et que le Cégep de Saint-Félicien puisse être en mesure d'aller chercher les accréditations pour pouvoir être en mesure de donner une formation dans ce domaine-là. Génial. Ouais. Génial. Non, ça, c'est bien. C'est d'utiliser. C'est pour ça que, d'ailleurs, je fais mon éditorial moi, là-dessus cette semaine. C'est pour ça que le sommet économique qui s'en vient au cours du mois de juin, se doit d'être une façon de répondre à des projets de nature structurante comme celui-là. Mais t'as pas peur que ce sommet-là, ça soit déjà tout bâclé, là, tu sais, qu'on ait déjà... On vous écoute, mais on a déjà nos décisions qui sont prises. Là. Comme on a vu dans C'est évident qu'il y a des sommets. décisions. Par contre, il ne faut pas oublier que dans ces cadres de ces sommets économiques-là, il y a aussi la présentation de projets qui est mise de l'avant. Et comme tu as un ensemble de décideurs et politiques et gouvernementaux qui sont en place et qui peuvent être en mesure... Tu sais, je vais donner un exemple. On dira, c'est un exemple est boiteux peut-être, mais les grands jardins de Normandin, là, ça a été mis au point dans les années 90 parce qu'ils avaient été acceptés dans le cadre du sommet économique qui avait eu lieu à ce moment-là, au début des années 80. Et là, oui, c'était... Et ça demeure encore, indépendamment de ce qui peut s'être passé depuis lors et des difficultés inhérentes à cela, là, il reste que c'était un projet à caractère structurant au niveau de l'économie, au niveau de l'industrie touristique. Ici, là, nous, on en a des projets qui vont être soumis par la MRC là-dessus. Je vais juste te dire, tu sais, le pont ferroviaire, là, il n'y a plus personne qui en parle. Là. OK? Parce que mais le pont ferroviaire ici, là, c'est un projet qui pourrait être mis de l'avant et structuré. Parce que le jour où on va pouvoir mettre ça, on va pouvoir utiliser encore davantage. Actuellement, on ne l'utilise pas parce qu'il est obligé de revenir si ce n'est pas. Là. Mais le ferroviaire, et à partir, donc, c'est des projets de cette nature-là qui peuvent être supportés par l'État et qui peuvent être en mesure de nous assurer un développement économique dans diverses autres activités qui peuvent y être connexes. Alors, c'est pour ça que je trouve que j'en reviens avec Bilodeau, mais c'est le genre de projet qui, oui, fort probablement que dans les grandes lignes, le gouvernement a établi sa niche et établi ses points d'intervention. Mais ce volet-là, ou de projets très concrets, peuvent être mis de l'avant, bon, ben ça peut représenter des choses on va le souhaiter pour la région, en tout cas. Et que le seul hic, moi, je trouve, qui peut peut-être nous nuire, c'est que c'est l'austérité. C'est la politique d'austérité là, du gouvernement qui fait en sorte que, je pense qu'il va falloir quand même que dans le cadre d'un exercice comme celui-là, que le gouvernement vous veuille présenter et ouvrir ses goussets pour pouvoir être en mesure de supporter ça. Et dans le contexte d'austérité, jusqu'à quel... Il ne faudrait pas que ça vienne... oui, mais Jules, c'est de l'austérité en ce moment. Oui. Mais c'est l'austérité, tu sais, tu connais les gouvernements, là, c'est l'austérité quand ça fait leur affaire, mais regarde bien quand on 2 ans avant la prochaine campagne électorale, on va voir qu'ils vont en avoir de l'argent parce que là, c'est des votes. Ça représente des votes. Et c'est triste. C'est à y regarder. Bon, les métis devant la Cour d'appel, je rappelle un peu le débat. Les métis voulaient protéger leurs droits, voulaient être reconnus comme une nation, une Première Nation pour protéger leur camp de chasse, le droit de chasse, etc. Ils sont allés devant la Cour du Québec. Ils ont été complètement déboutés, mais ont décidé quand même d'aller devant la Cour d'appel. On en est là. Est-ce que ça va traîner encore? Je ne sais pas. Fort probable. Fort probablement. Moi, ma question, c'est, tu sais, quand t'es contre... Je trouvais qu'il n'y avait pas tellement d'ambiguïté sur le premier jugement. Qu'est-ce qui nous pousse à aller plus loin? Est-ce que c'est parce que quand le jugement est suspendu, ben on peut pas on peut pas appliquer le règlement ou je sais pas? Oui, mais remarque que là-dessus, c'est un élément, si même moi, mes fidèles, là, c'est un élément de reconnaissance de droit qui se relève. Oui, mais ça fait que cette reconnaissance de droit-là, ça fait qu'ils peuvent garder leur camp de chasse qui sont là si
on applique le jugement de première instance, donc de Cour du Québec, ils sont obligés de démolir. Donc, ils perdent certains éléments. C'est sûr que ça entre en ligne de compte, mais tu sais, quand on touche, puis je fais peut-être un peu référence avec ce qui se passe aux OPQ avec ça, mais, quand on touche à des questions identitaires, il y a des questions de droits fondamentaux, de reconnaissance, parce que c'est là qu'on en est. Moi, je pense qu'on touche à une problématique qui est sans fin. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle va toujours être présente. Oui. Peu importe que l'instance décisionnelle te dise « je ne te reconnais pas », toi, comme individu qui est avec ses traits identitaires, toi, tu te reconnais et toi, tu veux être reconnu. Donc, tu vas prendre toujours d'autres moyens pour pouvoir être en mesure de faire valoir ce qu'il y en a. Ça peut aller jusqu'à même à l'illégalité et on en assiste beaucoup. C'est pour ça que je trouve que, oui, ils ont décidé de s'en aller vers... parce que leur dossier, leur aspiration... C'est leur raison de vivre, en fait, cette communauté-là. Exactement, encore. Et ce que l'on veut, c'est que que les instances... le reconnaissent et on va continuer de se battre tant que ça va pouvoir fonctionner. Je pense. Moi, en tout cas, c'est de même que j'interprète ce genre de mouvement-là. Tu sais, on a toujours... On a besoin d'aide. Oui. Et ce besoin-là, il a des répercussions au niveau social et politique, et ça prend ce genre d'action-là. OK. Festival Regard sur le court-métrage qui vient de se terminer, 19e édition. Écoute, moi, je vais leur dire bravo à Yann Geller et son équipe parce que, au départ, il y a quelques années, là, le festival courait partout à travers le monde pour aller chercher des films, pour faire des contacts, etc. Puis maintenant, c'est à Saguenay, ça, que ça se passe. C'est rendu le point, l'endroit où il faut être pour le marché du court, pour tout. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. C'est un festival vivant, les soirées, les projections, les gens qui viennent maintenant, c'est fou, là. Bravo. C'est un festival extraordinaire. Et ça démontre que des événements que l'on peut faire chez nous, des événements de cette nature-là, qui sont des événements non pas locaux, mais national, voire même international. Oui, mais ça commence Exact, on peut les faire. J'aurais tendance à te dire jusqu'à quel point est-ce que le grand défi Pierre Lavoie n'origine pas aussi de cette même... tu sais, on peut faire chez nous des événements et pas parce qu'on est éloigné que ça ne pognera pas. Et quand on fait quelque chose de professionnel, de bien qui plaise aux gens et que les gens ont décidé de te supporter en y assistant, parce que si on n'allait pas aux... Tu sais, je veux dire, c'est du jour au lendemain, si personne ne va au Festival Western, ben, je veux dire, le Festival Western n'existera plus. Là. Mais il faut être capable de supporter, et, oui, chapeau à cette organisation-là, mais ça démontre qu'on est capable de pouvoir faire quelque chose et d'avoir une renommée avec. Ouais. Et là-dessus, j'aimerais féliciter Mélanie Saint-Germain et Jacob Lévesque, deux personnes d'ici qui ont gagné un prix à la portion L'âme à l'écran. Donc, bravo à vous deux. Bon, ben, on va sortir de la région. Je pense qu'on était là. Bon, Harper et les armes à feu pour se défendre. As-tu vu ça? Écoute, là, je peux comprendre que les conservateurs là, aiment les armes à feu, puis le lobby des armes à feu, puis le registre des armes à feu. Mais là, on ne dépasse pas une limite là, du bon sens de dire oui, les armes à feu pour se défendre. Là, on est rendu un peu comme aux États-Unis. Là. On va-tu revoir là, du monde, là, des parents se faire tirer au Walmart par leurs enfants ou des accidents parce qu'il y a un gun dans la table de chevet? Je veux dire, là, non, moi, je refuse. Je m'excuse, là. Et en plus, je n'ai pas tout écouté, mais il me semble que c'est venu à mes oreilles, surtout en milieu rural. Hein? En milieu rural, là, ça veut dire que moi j'habite dans un rang. Ça veut dire que là, je peux m'armer, là. C'est quoi? Je peux m'acheter un tank? Ça devient débile. Oui, on peut avoir un arme à feu pour se défendre. Maintenant, il va toujours rester que tu ne peux pas
Oui, tu peux utiliser ton arme. Mais tout est dans le se défendre. Tu sais, je veux dire, là, ça veut dire qu'en cours, si tu prouves que tu te défendais, on va justifier le fait de tirer sur du monde. Je veux dire, là, c'est le Far West, là. Oui, bon, on est... moi, je suis un des premiers à dire que oui, on ne peut pas avoir comme cela un paquet d'armes pour le plaisir d'avoir des armes, mais surtout en te donnant la permission de l'utiliser, non pas pour aller chasser, mais pour pouvoir être en mesure de te défendre. Mais là, on se défend, on va se défendre contre des humains. Non, je ne te dis pas si j'étais attaqué par un ours, ouais, fort probablement oui. que je vais le tirer. Hein. Le rapport avec les armes à feu est très différent au Canada anglais. Là. Moi, oui, semblerait-il. Je trouvais ça hallucinant de voir des enfants de 11-12 ans dans des centres d'achat, parce qu'il y a des stands de tir dans les centres d'achat. En tout cas, on n'a peut-être pas la même perception des choses. C'est peut-être moi qui est dans l'erreur, mais pour moi, les armes à feu, c'est non, merci. Oui, mais je suis entièrement de ton avis. Là, surtout quand le premier ministre cautionne ça, là, écoute, là, on ouvre un terrain glissant. Ça va être l'avortement, puis après ça, on va retourner au 16e siècle. Bon. Projet de mine Arnaud à Sept-Îles. Écoute, on annonce ça, une mine qui est à 10 km du centre-ville de Sept-Îles, donc on a eu peur pour les nappes phréatiques, etc. Le ministère a dit, bien, on a demandé 17 points qui vont devoir respecter au niveau de l'environnement pour pouvoir exploiter, etc. Bon, OK, développement économique, Sept-Îles, OK, je veux ton opinion là-dessus, mais aussi sur le fait que moi, c'est ça qui me fait un peu halluciner. Combien de redevances on va faire par rapport au profit de la compagnie? 0,1%. Moi, là, je veux dire, oui, il faut faire travailler du monde, oui, il faut développer, mais les ressources naturelles, ils appartiennent à tout le Québec. Je ne peux pas croire qu'on donne ça aux compagnies. Moi, c'est vraiment... Après ça, on est en austérité, on coupe partout, mais en même temps, quand on peut faire de l'argent, on ne la fait pas, on la donne aux compagnies. Ça touche effectivement à tout ce fameux système de redevances-là et à qui ils doivent aller. C'est pas on le sait, dans le secteur minier, ça fait toujours l'objet d'un ensemble de débats. 0,1%, je veux dire... C'est rien, là. Oui, là, c'est en termes de projection qu'on nous l'annonce, là. Oui. Qu'est-ce que ça peut être et qu'est-ce que ça peut valoir? Il reste que... Il y a une chose qui est importante. Il faut qu'il y ait des redevances. Bon. Et sur l'ampleur, c'est une autre chose, là. C'est un autre débat, comme on dit. Mais il faut qu'il y en ait et qu'ils soient non pas tous ajustés avec les crédits qui vont avec. Parce que tu sais comme moi que... Les mines déclarent aucun profit. C'est ça. Et si tu n'as pas de... Alors, je pense qu'il y a tout un débat qui doit être aussi refait sur cette question. Il faut qu'il y ait des redevances. Par contre, le projet de mine Arnaud à Sept-Îles, ça peut avoir aussi des répercussions ici pour la mine du Lac-Apol, qui est dans le même domaine. Et le fait et on sait qu'on est avec la patite, on est dans un milieu où la demande de ce produit-là pour les fertilisants est de plus en plus grande. Et avec les méga-fermes. On a des fermes, pas des fermes, pardon, mais des entreprises qui, arrêtent parce qu'il n'y en a plus dans leur mine. Ben oui. Alors, on est obligé, quand on trouve de nouveaux gisements. Le fait que le gouvernement du Québec ait accepté, et on met des normes en ce qui regarde la question de l'environnement, ça, je pense que c'est de bonne loi que ça soit... Oui, parce qu'une mine à 10 km du centre-ville, là, je veux dire, si on pollue la nappe phréatique, là, ils vont se réveiller avec un méchant mal de tête demain matin. Effectivement. Donc, on comprend que ces conditions-là se doivent être mises de l'avant, mais... là, on n'a pas non plus à, je pense, interdire. Lorsqu'il y a des mesures peuvent être prises et que c'est fort probablement que si on a décidé de mettre ces mesures-là, c'est qu'elles ont une efficacité. Alors, si on n'a pas par ailleurs quelqu'un qui va respecter, et qu'il faut que tu les respectes à ces mesures-là, pour assurer une sécurité
entre autres dans l'alimentation en eau pour un secteur. Mais où je veux en venir, c'est que si ces mesures-là sont mises de l'avant et qu'elles sont là pour pouvoir permettre l'exploitation, entre autres, d'une mine, eh bien, on n'a pas à interdire ce type de développement-là. Où j'ai une préoccupation, c'est que si je te mets des conditions et si je te mets des mesures que tu es obligé de faire, ça va te coûter de l'argent et il faut que tu le mettes donc sur ton... Et ça, si ça fait en sorte que je te donne un crédit de redevance parce que tu l'as fait, là, c'est là que je suis plus trop d'accord. L'an passé, la moitié des mines du Québec ont déclaré zéro profit parce qu'ils en font des profits, mais comme les redevances sont sur les profits, ils ont des crédits d'impôt, ils s'organisent pour ne pas avoir de profit. Je veux dire, ça devient absurde. C'est pour ça, il n'y a pas une entreprise privée. Je te dis que le véritable débat devrait se faire davantage là-dessus que de voir à trouver les solutions pour que l'exploitation puisse se faire. Et si l'exploitation peut se faire, peu importe, là, je veux dire, si elle se fait, puis tu mets des conditions qui font en sorte que tu n'as pas de rentabilité, donc tu n'as plus de projet. Là. Tu comprends? Ah, Ça, là, on n'a plus. Mais si on va encore de l'avant avec le projet, c'est que les conditions font en sorte que... Mais si je te subventionne pour mettre mes conditions, c'est là, je pense ça devient absurde. J'ai hâte que les gouvernements mettent leurs pieds à terre face aux compagnies. C'est un peu débile ce qui se passe. Il y a 1/3%. Quand dans l'ensemble des mines, on est à 2,5-3% au Québec, 4 à 4,5 au Canada. Puis il y a des endroits dans le monde où, quand je parle je pense au Botswana, au Norvège, on va jusqu'à 20-25% de redevance. Mon Dieu, il y en a de l'argent à faire. Hein? En tout cas, course à la direction du PQ. Ouais. Ouh, je sais pas. Ça court-tu? Écoute, je sais pas. On dirait que ça m'intéresse pas. Je trouve qu'on nous surprend. Alexandre Cloutier arrive avec des nouvelles idées, il essaie de sortir de ses paradigmes, mais en général, c'est de peu d'intérêt pour moi. Je ne sais pas ce que toi, tu suis de ça. Ben là, on est... moi, je le suis de par mon travail pour pouvoir être en mesure de pouvoir oui, parler. Non, mais c'est ça. Moi, je suis l'actualité. Là, je lis, mais je sais pas. J'ai l'impression que... Je sais pas. Où est-ce ça ne lèvera pas de la même façon que ce qu'on a eu des courses à la chefferie à la fin des années 60. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, entre autres, les candidats et la candidate qui se présentent, on connaît de leur parcours des éléments qui se rapportent à ce qu'ils ont voulu faire et pourquoi ils ont adhéré à tel et tel. Or, on les connaît déjà. Alors, quand on traite souvent de fois des campagnes à la chefferie comme étant, c'est quoi la nouveauté? Or, si tu n'en as pas de nouveauté, là, on se dit, regarde, on n'a pas... Le fait que tout semble jouer aussi, tu sais, avec l'avance que Pierre Campbell sauf que là, je pense, c'est drôle à dire, mais je n'ai pas d'indication de sondage auprès des membres pour savoir où est-ce qu'on en est, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut parler que tout est joué au moment où on se parle. En tout cas, c'est l'impression ce qui m'apparaît de voir, c'est que au niveau du membership du PQ, M. Pellado perd de cette avance théorique qu'on lui avait donnée. OK? Ouais. Il m'apparaît. OK? Et des performances, qu'on le veuille ou non, là, comme Alexandre Cloutier, je pense qu'il performe. Il fait performer. C'est lui qui est il amène qui est gagnant, de façon articulée des idées, et j'irais même jusqu'à dire des idées nouvelles, et les amène de façon bien articulée. Je pense qu'il bénéficie d'une certaine aura au niveau du membership, et ça peut être en mesure là, de créer certaines surprises. Par contre, de l'autre côté, M. Pellado, qui est habituellement quelqu'un qui parle noir et blanc, là, il est obligé de parler gris, et le gris ne l'aide pas.
Ouais, mais c'est le langage des politiciens. C'est ça. Et ça ne l'aide pas. Et fort probablement, on dit, il va falloir qu'il se positionne correctement, adéquatement. Puis il va falloir, parce que, oui, on va te l'exiger, mais il restera toujours qu'un président de parti, ou un chef de parti plus particulièrement, se doit aussi de véhiculer les idées qui sont émises lors des assemblées des membres. Donc, tu peux, oui, penser telle affaire, mais c'est arrivé à plusieurs occasions où le chef du parti pensait de telle façon et les membres en assemblée lui ont dit non, c'est ça qu'on voudrait que c'est déjà arrivé. Oui, puis ça arrive quasiment juste au PQ, parce que d'un parti comme un parti libéral, sans dire le mot dictature, mais c'est un establishment, le chef est là, il est élu, il décide, puis il impose. Puis les membres, rappelle-toi, quand un membre a posé une question à Jean Charest il y a quelques années de cela et que personne n'a appuyé, puis c'était une question juste pour est-ce qu'on peut débattre de. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe au PQ, puis ça l'aide pas tout le temps. Donc, c'est fort probablement que la course à la chefferie est un peu hypothéquée par cette attitude-là qui existe. Donc, tu peux, oui, penser, voilà comment est-ce que... mais à la minute où est-ce que quelqu'un va émettre une opinion claire, précise sur tel type d'action à faire, tu vas te retrouver des membres qui vont dire non, pas de main qu'on va aller. Là. Tu vas dire, peu importe qu'il essaye le chef ou pas, là, nous, comme membres, pas de main qu'on veut que ça. Donc, ça permet de faire en sorte que le débat se retrouve peut-être plus gris que noir et blanc là, sur ces choses-là. Mais il va rester. Je pense que ce qui va amener de cette campagne, et fort probablement qu'on va peut-être le voir davantage là, lors des dernières semaines de campagne, c'est où on veut amener ce parti-là dans le débat, non pas référendaire, mais sur son avenir constitutionnel. Or, le jour où on va planter adéquatement nos idées et nos positions là-dessus pour voir comment ou amener le parti à faire ces choses-là, c'est là où on va véritablement sentir l'importance de cette course-là. Parce que c'est l'avenir de ce parti-là. Ce n'est pas juste une question d'un chef à mettre de l'avant ou une chef. L'avenir de ce parti-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui a été le leitmotiv de ce parti-là depuis tout. Oui, parce que c'est là que je trouve qu'il y a le problème. On dirait qu'il s'est rendu mou. On essaie de plaire un peu à tout le monde, fait qu'on est tout le temps entre deux affaires, mais finalement, on ne plaît plus à personne. C'est ça. C'est ça. Là. C'est pour ça que je pense que oui. Peut-être que si ce parti-là décidait demain matin de dire écoute, là, nous, là, ce qu'on veut faire, c'est essentiellement l'indépendance du Québec et voilà ce que nous voulons faire. Comme les Écossais et on ne veut plus être un gouvernement qui justifie un fédéralisme, parce qu'en bout de piste, c'est ça qu'on a été, que le parti a été pendant un certain temps. Et c'est là. Je pense qu'on en est là. Ce débat-là a toujours existé au sein du Parti québécois au niveau du membership, mais on réussissait globalement à faire en sorte qu'on avait un parti politique pour prendre le pouvoir, pour gérer une province. Aussi, c'est que pendant longtemps, même si le PQ, c'était un parti d'idées, puis il y avait des Jacques Brassard à l'intérieur, c'était un parti qui était relativement plus à gauche que maintenant. Là aujourd'hui, on est un peu dans le centre mou. Là. On se dit à gauche quand ça fait notre affaire, mais en même temps, on a des... En tout cas. Il reste que c'est véritablement là-dessus qu'on va voir. Et ça, on va fort probablement le voir dans les dernières semaines. J'ai hâte de voir parce que là, à date, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui ne lève pas. Oui. En tout cas, on va leur souhaiter parce que c'est un parti qui a fait de grandes choses pour le Québec. On verra maintenant ce qui arrivera avec l'avenir. Allez, c'est déjà terminé. Jules, merci d'avoir été des nôtres avec nous. Merci à vous d'avoir été là et je vous lance ma célèbre question finale. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de nos sujets qu'on a abordés, de ceux qu'on n'a pas abordés? Vous voulez venir en émission, vous avez des commentaires, des critiques, peu importe. Écrivez-nous, tvldm9@videotron.ca. Et si vous voulez nous suivre, allez sur Facebook, trouvez TVLDM9 et là, aimez notre page. Vous allez avoir tous nos reportages, toutes nos émissions, tout ce qui se passe. Vous allez pouvoir nous suivre en direct. Merci, au revoir et bonne semaine.
Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie. Au Canada, en 1950, la plupart des gens rêvaient de fonder une famille, de conduire une Chevrolet peut-être, et d'habiter une jolie maison en banlieue. À l'aurore, les tirs de l'artillerie rompaient le silence. La Corée du Nord, communiste, envahissait la Corée du Sud. Les Nations Unies se portèrent à sa défense, regroupant les forces armées de 16 pays. La guerre était la dernière chose à laquelle pensait la majorité des Canadiens. Pourtant, plus de 26 000 hommes s'engagèrent volontairement. L'armée désire des hommes physiquement et mentalement aptes, célibataires ou mariés, spécialement autant de vétérans que possible de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas la guerre que les Nations Unies font en Corée. C'est une action policière destinée à prévenir la guerre. Les forces de l'ONU repoussèrent les Nord-Coréens de l'autre côté de la frontière. Puis la Chine intervint et la guerre empira. Certains n'appellent même pas ça une guerre. Mais bon sang, il y avait près d'1 million de soldats de chaque côté se faisant face. Ce n'est pas une action, ça c'est la guerre. Les Canadiens et leurs alliés livrèrent de sanglantes batailles en terrain montagneux et dans des vallées infestées par la guérilla. Ces combats se terminèrent le plus souvent par des corps à corps. Cela a pris 3 ans et plus de 3 millions de victimes provenant des deux camps avant qu'un cessez-le-feu soit signé. Chaque année, des anciens combattants se rendent sur le sol où leurs camarades sont enterrés. Des cérémonies et des monuments honorent les sacrifices que ces soldats ont consentis pour la liberté de la Corée du Sud. Aujourd'hui, les deux Corées ne sont ni en guerre ni en paix. Il s'agit de la plus longue trêve de toute l'histoire militaire. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité.